Alors là, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu les outils que nous mettons en œuvre pour faire fonctionner finalement cet ensemble de modalités pédagogiques, avec un petit peu d'histoire, puisqu'on fête nos 20 ans, donc on va parler un petit peu de l'histoire. Alors, en 1994, le dispositif s'appelait Tutelle Visio, téléformation tutorée par téléphone et visiocentre. Et l'école portait le nom de ENIC, École Nouvelle d'Ingénieurs en Communication. Mais me direz-vous, comment c'était il y a 20 ans? Et voilà une petite... une archive. Les séquences étaient enregistrées sur des cassettes vidéo VHS. Les étudiants avaient un magnétoscope chez eux. Philippe s'en souvient, il nous racontera tout à l'heure. Elles étaient donc dupliquées, rangées dans des mallettes, accompagnées des supports de cours papier. Voilà ce que recevaient les étudiants. Le tout était envoyé sur les sites distants. L'étudiant recevait sa mallette. Vous avez vu, petit disque avec des exercices dessus. Visionner ses cours sur un magnétoscope, à son domicile en général, le matin de bonne heure avant d'aller travailler, ou le soir, ou le week-end. Certains d'entre eux étaient en entreprise, parce que c'est pas forcément très simple de piquer la télé et le magnétoscope chez soi, quand on a une femme et des enfants, ou un mari et des enfants. Ah oui, mais pour l'auto-formation. Non, là c'est l'auto-formation. Alors, pareil, ils pouvaient ne pas tout comprendre avec une simple cassette vidéo, malgré l'excellente pédagogie de nos enseignants-chercheurs, bien entendu. Donc, s'ils avaient des questions, il y avait un téléphone, une ligne téléphonique, finalement une sorte de hotline qui était disponible, et les enseignants étaient à l'écoute. Donc, les étudiants qui avaient des questions à poser, se connectaient, posaient la question. Régulièrement, ils se regroupaient dans des systèmes qu'on appelait des visiocentres. Où le prof voyait les salles distantes, les étudiants étaient dans des salles géographiquement dispersées, mais regroupées, c'est des semi-proximités quelque part. Lorsqu'un étudiant avait une question à poser, il appuyait sur un bouton, alors on ne peut pas vous le montrer parce que ça a été démonté, l'enseignant était informé, il ouvrait la communication audio, ça avait pour effet de faire un zoom finalement sur l'étudiant qui avait posé la question, qui était visible par toutes les salles distantes. Donc l'interaction audio était ouverte et en communication, comme un téléphone, sauf qu'on se voyait. L'enseignant donc répondait à la question, etc. Quand il avait décidé que c'était fini, il disait j'ai fini, je continue mon cours, je continue mon scénario. Et puis voilà. Donc les étudiants ne restaient pas chez eux, mais les étudiants avaient des sites de regroupement à proximité de leur lieu de vie. On estimait qu'ils étaient à moins d'1 heure d'un centre de regroupement. Ça a fonctionné comme ça de 94 à 99 jusqu'à 5 sites distants. C'est ça, 3, 4, 5 sites. Ce qui était quand même... Alors on n'avait pas d'action à France Télécom en ce temps-là, mais je vous garantis que les factures de télécom étaient faramineuses en ce temps-là, parce qu'on avait évidemment des très gros tuyaux, forcément, pour arriver à ouvrir des communications vidéo sur 5 sites simultanés. C'était quand même quelque chose. On s'en souvient, tous. Alors, en 99, les technologies Internet étaient mûres, en tout cas notamment pour nos étudiants. Et donc, on a changé les choses. On a refabriqué l'ensemble des ressources. Alors, pour ce faire, le directeur de l'époque a dit, faut tout refaire, mais je veux dire, faut le faire en flux tendu, à des coûts maîtrisés, avec une qualité suffisante.
Donc on a une méthodologie de coopération avec les enseignants, qui est celle-ci rapidement. L'auteur, donc l'enseignant prépare son cours, ça, on peut vraiment rien faire pour lui, on n'est pas enseignant. J'ai mis N hommes-jours parce que ça dépend de l'auteur, hein, et il y a des cours qui mettent très très longtemps à être prêts. Ensuite, on a une étape de métascénarisation, qui est une étape de conception qui a lieu entre un scénariste de Corolia et l'auteur. Puis on a une phase de pré-production qui est spécifique, qui est une phase technique quelque part, dont on n'a pas besoin de l'enseignant. Puis il y a une phase de scénarisation où là on va décider sur chaque mot-clé, sur chaque idée force, sur chaque message, quel est le meilleur média pour transmettre le savoir qui est concerné. Donc c'est évidemment une phase avec l'enseignant et le scénariste. Puis une phase de développement pur, développement informatique, donc on n'a pas besoin de l'enseignant. Tout ce qu'on a dit ici qu'on allait faire, eh bien on le fait. Ensuite, une phase d'enregistrement. On fait quasiment toujours du multimédia, donc notamment de l'audio et de la vidéo. Donc, quand il faut enregistrer un enseignant, il vaut bien que l'enseignant vienne. Hein. Mais lorsqu'il vient enregistrer, la quasi-totalité des choses sont prêtes et il n'a plus qu'à... comment dire, je dis ça, mais c'est pas si simple que ça à faire, bien entendu. Il n'a plus qu'à enregistrer finalement ce qu'il est prévu. Ça peut être une animation, donc un audio, un commentaire sur une animation, un commentaire qu'il a à faire, etc. Et puis une phase de validation, mais qui est le plus souvent très rapide, dans la mesure où, vu qu'on ne fait pas du tout de post-production, lorsque l'enseignant est enregistré, il est certain, et il a raison, il peut nous faire confiance, on ne change pas un iota de son discours ensuite. Alors, au générique près, aux aspects charte graphique que, bien sûr, l'école a et qu'on applique. Le tout, pour vous donner un ordre de grandeur, lorsqu'on met en ligne un module d'un équivalent de 30 heures, on a 48 hommes-jours de travail en autonomie et 8 hommes-jours de coopération avec l'enseignant. La philosophie, c'est qu'on ne fait pas perdre du temps à un enseignant qui a autre chose à faire que de développer des petits aspects graphiques, des animations, des choses comme ça. C'est pas son métier, d'autant que ces métiers-là se complexifient de plus en plus. Il n'y a plus uniquement de l'internet, c'est du graphisme, c'est de l'audio, c'est de la vidéo, c'est donc un petit peu de gestion finalement de médias, et tous les enseignants ne sont pas complètement à l'aise avec l'ensemble des outils, ce qui me paraît assez logique. Et quand ils font pas cours, ils sont beaucoup mieux efficacement utilisés entre guillemets lorsqu'ils font leurs recherches que quand ils commencent à développer des petites choses pour les étudiants. Donc voilà pour la méthodo. C'est ce qui nous permet de gérer en flux tendu finalement l'ensemble des productions de l'école ou l'ensemble des productions d'ailleurs pour d'autres partenaires. Alors comment on fabrique ? Voilà un petit exemple du studio que vous verrez en vrai tout à l'heure. Donc on n'est plus évidemment avec nos anciens magnétoscopes, hein, on est avec des choses complètement numériques, donc c'est l'instantanéité, hein, la puissance de ces machines, c'est l'instantanéité. Le fond vert, vous connaissez tous la météo, donc on peut mettre un enseignant dans un environnement pour lequel il n'est jamais allé. D'ailleurs, faut beaucoup vous méfier des images que vous voyez. Hein. On peut vous mettre à Los Angeles alors que vous n'y avez jamais mis les pieds, hein, et c'est pas vrai, vous n'y êtes jamais allé. Les étudiants ont aussi un portail. Alors je vous en montre un de ceux qu'on a. Donc ce portail permet de gérer et de gérer l'ensemble des ressources et des services qui sont mis à disposition de nos étudiants. Donc nous nous connectons, il y a plusieurs modes. Alors on peut se connecter en mode administrateur, on peut se connecter en mode enseignant, on peut se connecter en mode tuteur, on peut se connecter en mode apprenant évidemment. Donc voilà un exemple de portail. Donc ici c'est l'ensemble du parcours qui est affiché à l'étudiant. Il voit son calendrier global.
Donc il voit ce qu'il va faire la semaine prochaine, mais il voit également ce qu'il va faire dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Il voit ses moments de classe virtuelle, quelque part. Là, on vous a fait un petit récapitulatif de ce que l'étudiant trouve sur le portail. Donc il trouve son calendrier, évidemment. Il trouve les objectifs du module qu'il est en train de suivre. Il accède à ses ressources. Bon, là, il a cliqué sur une ressource multimédia notamment. Dans cette séquence, nous allons voilà. parler de la couche présentation de J2E. Voilà, J2E, bienvenue. En fait, dans ce portail, il retrouve toutes les ressources dont il a besoin pour se former. Les ressources d'organisation, les ressources numériques de formation, les coordonnées des intervenants s'il a besoin, les dates et heures de classe virtuelle lorsqu'il y en a, etc., etc. Tout ce que finalement la direction des études a besoin de mettre, tout ce que les enseignants ont besoin de transmettre, des documents, etc. Donc voilà quelques exemples de ressources auxquelles ils ont accès. Bon, ici par exemple, on voit de la programmation. Il avance plus, mon petit. J'ai l'impression qu'on repasse le même. Voilà. Oui, c'est bien le même, hein, c'est ça, Pascal? D'accord. Alors, on va passer au suivant. Ici, quelques exemples variés de ressources numériques qui sont à disposition. Airbac font partie des politiques de type MAC. C'est pour vous donner la diversité finalement des ressources. Il y a de la vidéo, il y a de l'animation, il y a des fois du texte, puisque quand un texte suffit, on ne fait pas de surqualité non plus, ça sert à rien. Permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Ici, Alice a établi 2 tunnels. Alors désolé pour les aspects un peu techniques, hein, on est dans une école de télécom, donc on est surtout sur des thématiques évidemment de nos champs de compétences. Sécurité des systèmes, par exemple. On a aussi l'économie, mais j'ai pas mis ces extraits-là, mais il y en a aussi. Je connais à peu près 30% à l'école de sciences économiques et sociales. Un flux de type ICMP, donc c'est-à-dire de type ping, où à l'intérieur il va chaque machine des sites grand A, grand B, grand C, ayant reçu un flux de la part un autre exemple, vous avez même l'auteur en présence, qui est une conférence sur le projet ITER qui fonctionne dans le master Veille stratégique, intelligence et innovation. Donc c'est un petit extrait. Hein. Si vous avez des questions sur ITER, vous avez l'expert dans la salle. C'est simplement pour vous montrer les différentes... la diversité des ressources que nous réalisons. De l'auto-évaluation, je vous disais tout à l'heure. Alors, vous avez eu tout à l'heure quelques quiz, mais c'est vrai que sur un téléphone, c'est un petit peu difficile. En général, nos étudiants regardent ça quand même sur un écran un peu plus grand, donc une tablette ou un PC. Mais voilà à quoi ça ressemble. Alors, c'est des choses assez simples, hein, puisqu'on n'est pas dans de l'évaluation, on est vraiment sur de l'auto-évaluation. Ça permet simplement aux étudiants de se positionner, de savoir s'ils ont bien compris où ils en sont. Est-ce qu'ils doivent revoir ou est-ce qu'ils sont prêts pour passer l'évaluation. Le soutien, donc le forum de discussion. Donc vous avez
plusieurs types de questions dans ce forum, des questions qui n'en sont pas. Du genre oh là là, je viens de commencer la séquence 1, j'ai passé un quiz, j'ai rien compris, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pas une question à l'enseignant, c'est simplement une question finalement de motivation. Souvent les étudiants se répondent en disant bah, moi c'est pareil, t'inquiète pas, ça va venir. Après il y a des questions de fond, hein, où là il y a des vraies questions. J'ai fait l'exercice, est-ce que ça c'est bon? Donc là c'est des questions directement posées à l'enseignant bien entendu qui répond. Et puis il y a des questions des fois d'organisation ou d'aspect logistique. C'est quelle heure? Est-ce que dans le présentiel c'est quelle salle? Ou la classe virtuelle à quelle heure est-ce, etc., etc. Donc c'est l'accompagnement pédagogique qui répond dans ces cas-là. Donc tout ça sur un forum réservé, dédié, organisé pour une session donnée, pour permettre la socialisation et le fonctionnement du groupe. Les classes virtuelles, je vous disais tout à l'heure, il y a des classes virtuelles. Donc là, il y en a comment on fabrique une classe virtuelle. Nous avons 2 outils dans l'école actuellement, hein, un WebEx et puis Adobe Connect. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, donc, l'enseignant que l'on voit. Les étudiants qui sont connectés sont affichés. Donc on sait qui est connecté et qui ne l'est pas, bien entendu. Le chat. Alors, on a été sympa, on n'a rien mis, mais vous n'imaginez même pas ce qui se passe sur les chats quand on fait des classes virtuelles de temps en temps, surtout avec nos apprentis. Je pense qu'ils ne savent pas que les profs voient, à mon avis. Donc le lendemain de fête, c'est assez particulier, mais bon. Ici, l'enseignant montre ce qu'il veut montrer, ce qu'il a besoin de montrer. Hein. Donc toute ressource numérique disponible est affichable, entre guillemets. On peut écrire, on peut... Voilà. L'autre outil, je vous montrais comment on fabrique une classe virtuelle, c'est assez simple. On ouvre, on choisit ses fenêtres, on veut les participants, on met la fenêtre participant, on veut, je ne sais plus ce qu'on a mis, un forum de discussion, on met le forum de discussion. En fait, ce sont des outils qui sont maintenant mûrs et tout à fait opérationnels, hein, contrairement à... alors en 99, quand on a ouvert la formation à licence, ces outils-là, malgré les promesses de certains commerciaux, nous disaient oui, ça fonctionne. Dès qu'on était à 3, ça fonctionnait plus, quoi. Et donc l'école a développé un outil qui a fonctionné de 99 à quasiment 2014 ou 2013-2014, parce qu'on n'en avait pas qui fonctionnait à l'échelle où on en avait besoin. Depuis très récemment, effectivement, on a un outil du marché. Parce que on n'est pas une entreprise qui... Enfin, c'est lourd de développer un logiciel et de le maintenir. Hein. Donc maintenant, on l'achète, ça va quand même... Finalement, au final, ça va mieux. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un choix. Alors, l'assistante pédagogique crée l'environnement que le prof lui a demandé de créer. Si le prof lui dit, moi, il me faut des fichiers à télécharger, moi, il me faut... Je veux le chat ou je veux pas le chat, je veux une fenêtre vidéo, je veux ceci. Donc, on crée les fenêtres. Et quand l'enseignant arrive, en fait, toutes ces fenêtres sont ouvertes. Il lance sa classe virtuelle et tout fonctionne bien et tout marche bien. Et voilà.